bienvenue sur la chaîne, c'est Squaleres. Salut à tous, c'est Nicolas. Et aujourd'hui, on va ouvrir donc la section matos technique. Voilà, de la chaîne. Alors ça c'est toi par contre. Hein. Là, moi tu vas me poser les questions. Voilà. Mais voilà, technique. Donc le but aujourd'hui, le but sur cette chaîne, ça va être de vous faire découvrir en fait comment jouer au mieux, profiter au mieux des consoles ancienne génération, donc que ce soit sur cathodique ou... Aujourd'hui, on va faire le RGB sur la NES, en particularité sur la Famicom AV, donc qui est cette console. Donc, tu vas changer Alors, je vais expliquer. Alors, je vais pas changer la connectique. En fait, de base, on va partir du début sur cette console en fait de Nintendo. Alors, ça en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est la Nintendo NES. Dernière génération japonaise. Donc, c'est la dernière version qui est sortie au Japon. Comme particularité, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi on va le faire sur celle-là? C'est important de le dire. Moi, je préfère travailler sur ce support-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà deux ports manettes standards. L'autre, c'est les manettes sont attachées. Donc là, l'avantage... En fait, sur celle-là, ils ont repris des éléments de la NES. Étonnamment, ils ont repris des éléments de la NES. Les connectiques. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que déjà, on va pouvoir mettre des manettes. Soit les manettes d'origine, si vous ne les connaissez pas, je vous montrerai après, elles s'appellent les Bone, en forme d'os, quoi, mais elles sont relativement courtes, elles font même pas 1 mètre, je crois. Donc c'est relativement chiant pour jouer. Ou on peut mettre donc les manettes officielles voilà, européennes qui font 2 mètres et on peut jouer loin. Donc déjà, c'est un premier point fort. Les cartouches, c'était quoi déjà dans celle-là? C'est les cartouches japonaises. Cartouches japonaises standard. Et le deuxième point fort qui est important, c'est donc la sortie audio-vidéo qui est derrière. Donc si vous regardez, en fait, c'est la même sortie que la Super NES. Pas exactement, en fait, visuellement en tout cas. Et le problème, c'est que comme toutes les générations de NES, que ce soit donc US, PAL ou Jap avec la Famicom, elles n'ont jamais sorti de signal RGB. Donc qui est le signal optimal pour avoir une image de meilleure qualité possible, que ce soit sur un cathodique ou un LCD, dans tous les cas. Donc, on va essayer de réparer ce souci. Donc celle-là, elle est d'origine là. Là, elle est full stock, full d'origine. Et oui, c'est vrai que moi j'ai vu là, t'en as une là-haut qui est RGB. C'est le jour et la nuit. Malade. C'est le jour et la nuit. Donc, pour faire ce mode-là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? La fait venir HD presque. Ouais, c'est vraiment le signal est très pur. Et il n'y a pas de flou, il n'y a rien. Donc en fait, on va acheter un kit vendu sur internet par un Australien qui s'appelle Evil Tim. C'est lui qui l'a fait? Ouais, Tim Worthington, exactement. Il n'y a que lui qui fait ça? Il y a que lui qui... Alors, il y a plusieurs moyens d'y arriver, on va dire le moins destructeur, tu as raison d'en parler, c'est ça. Donc, en fait, c'est un petit PCB qu'il a produit, et donc il permet de sortir un signal RGB en utilisant le PPU d'origine, qui est le processeur graphique de la NES. Il est fait en série ou il est fait sur commande ça? Ah non, au début c'était en petite quantité, là il en a un gros paquet. D'accord. Il y a une autre manière, tu as bien dû le dire, il y a même deux autres manières. Il y a la possibilité de passer la NES en RGB avec une carte mère Play Choice, donc une carte mère arcade, mais ça nécessite donc de sacrifier un système arcade. Ah oui. Ou d'utiliser un système arcade endommagé. Malheureusement. Ça, il rentre là-dedans? Il rentre, oui, c'est les mêmes puces, mais en fait RGB. Ah ok, d'accord, ok. Parce que pour l'arcade, ils avaient fait une puce forcément plus belle, c'est l'arcade. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes à l'époque où c'était pas disponible qui ont sacrifié des systèmes Nintendo pour ça. Donc c'était vraiment pas bien. Donc du coup, il y a ce système-là, et il y avait une autre possibilité qui n'a jamais vu le jour, je crois qu'ils sont toujours au point 0. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mais de toute manière, ça ne nous intéresse pas, là, puisque ça fonctionne pas. Donc nous, on va utiliser ça. Ça coûte de mémoire 100 $ australiens. Donc ça va faire quelque chose comme 70 €. D'accord. Plus livraison, t'en avais pour... non, 80, 90 peut-être max, je crois, il me semble. Après, franchement, si tu joues beaucoup et tout, ça vaut vraiment le coup. Si t'aimes la Famicom ou la NES, si t'aimes la NES, c'est obligatoire. C'est clair que ça vaut vraiment le coup parce que la différence, elle est monstrueuse. Alors par contre, on va le voir dans ce tutoriel, on va commencer à démonter. C'est au niveau, on va mettre un niveau sur les tutos techniques qu'on fait pour savoir qui peut le faire ou qui peut pas le faire.
Ah ouais, d'accord. Le niveau, Ah, je mettrais... moi, je suis niveau 0 par exemple. Franchement, moi, la technique. Alors ça, il faut pas que tu le fasses. Non, mais en plus, ça m'intéresse pas. Non, mais même avec un tuto, dans ce cas-là, il faut pas le faire. Parce que en fait, tu peux endommager gravement la console. Tu peux la tuer. Complètement. En fait, la partie la plus difficile, c'est pas le montage. En fait, c'est il faut enlever le PPU d'origine de la Famicom, je vous montrerai après, et il faut le dessouder de la carte. Et là, j'ai déjà fait des gros carnages, mais j'ai même fait des récupérations de carnage que j'ai dû réparer. Parce que ça se passe souvent très mal quand une personne n'a pas l'habitude. Alors, si tu le fais manuellement, c'est extrêmement long. Enfin, extrêmement. Il faut de la patience, faut pas brutaliser le matériel. En fait, il faut dessouder, je sais plus combien il y a de points. Sur le chip, ouais. Il y en a autant que là, il y a tout ça. Ouais, centaine de points. Et il faut le dessouder, et le problème c'est que sur certaines révisions de carte mère, ils ont mis donc de la soudure, de l'étain de chaque côté. Donc il faut faire, s'il y en a 32, je sais pas combien il y en a, s'il y en a 32, il faut le faire x2 de chaque côté. Et en plus, même en le faisant, c'est compliqué de vraiment l'enlever à la tresse, à l'étain et à faire à souder. Donc c'est quand même relativement costaud, bon, tout le monde peut le faire, mais donc à la main, c'est plus qu'attention. Des standards. Ouais. Sans avoir ton appareil. Justement, je vais venir avec ça. Et il faut faire très attention à ne pas enlever les pastilles, parce qu'en fait, le plus embêtant, ça va être ça. Soit de casser une patte, soit d'enlever une pastille. Les pastilles, c'est ce qu'il y a sur la carte. C'est ce qui est collé sur la carte, en fait, et qui permet de relier avec l'étain. Voilà, les dessins. Exactement. D'accord. Et en fait, tu coupes le contact si tu enlèves cette patte. T'as plus de... C'est plastique sur fer. Voilà. La deuxième solution, c'est ça. C'est une station de dessoudage, en fait, qu'on voit ici, pour dessouder. Et en fait, donc ça va aspirer, en fait, ça va faire, ça va chauffer le tour. Et ça va... d'accord, ouais, c'est pour ça que je me demandais ce que c'était. Voilà, en fait, on le pose dessus, on appuie, ça fait un bordel, on le verra tout à l'heure, et ça va aspirer l'étain. Donc, en fait, ça, au lieu d'utiliser une tresse, exactement, ça l'aspire directement. Quoi. Là, ça va aspirer directement. Donc avec ça, je pense que je dois mettre, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Contrairement à l'autre. À l'autre, où on met au moins, quand on a l'habitude, je pense une demi-heure. En faisant bien propre, si on tombe sur les doubles. En plus, c'est vraiment c'est vraiment minuscule. Parce qu'en plus, dedans, ça a été fait industriellement, quoi. C'est une machine qui a. Oui, mais après, les points ne sont pas spécialement petits. Hein. C'est juste que, comme je te dis, vu que c'est des deux côtés, c'est compliqué à enlever complètement l'étain sur un trou. Et généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à enlever, ils croient que c'est fini, ils font un levier avec un tournevis et ils cassent. En fait, donc soit ils cassent la pâte, soit ils cassent la pastille, ou alors s'ils font pas le fond. En plus, si tu fais fondre d'un côté, après ça solidifie. Ah ouais, c'est ça. Et après, il y a aussi un intermédiaire à ça, et j'aime pas trop travailler avec ça. Ça s'appelle la suceuse. Ah, je me souviens. C'est une pompe. En fait, tu l'as dit, oui. Je l'avais. Et en fait, on dessoude et on aspire avec la pompe. Alors pourquoi j'aime pas ça? Il y a un ressort. Parce que si on reste trop longtemps avec un fer qui n'est pas adapté ou qu'on n'a pas le coup de main, quand on aspire, c'est là où on va aspirer en fait la pastille. D'accord. Ça va faire un coup d'air trop rapide et ça peut enlever la pastille. Voilà. Donc là, je vais procéder au démontage de la console. Nico aujourd'hui va faire caméraman. Ouais, je fais caméraman. Et comme ça, vous allez pas avoir en direct tout simplement le modage d'une Famicom AV en RGB. On se retrouve donc juste après la présentation pour vous montrer déjà que pour démonter la Famicom AV, il faut un tournevis spécial. Donc je sais pas si tu vois les vis en fait. On les voit pas bien. Ouais, si, on les voit à peu près. Ouais. Voilà. En fait, c'est un tournevis Gambit en fait qui est vendu. Toutes les consoles Nintendo utilisent presque toutes. Les consoles Nintendo utilisent ça. Donc on va démonter. Il y en a 4. Il y en a 4. Ce qui est bien, c'est que c'est pas sous les petits coussinets là. C'est pas sous les petits. Exactement. Ça évite l'arrachage ou sous une étiquette avec un numéro de série par exemple, ce qui est très embêtant. Je vais essayer de me décaler pour que tu vois mieux. Oui, parce que souvent ils ont l'habitude de ça. Quoi. Chez Microsoft par exemple. Voilà, donc là on a démonté. Donc là on voit l'intérieur de la bête. Donc attends, je récupère les vis avant que je les perde. Voilà. C'est quoi le truc sur le côté là? Ça c'est un port clavier, port joystick, port flingue. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc en fait tu pouvais mettre, tant que je te dise pas de bêtises, le PPU il est là. Donc c'est ce chip là qu'on va remplacer, qu'on va devoir dessouder. Et donc voilà, donc je vais continuer le démontage.
hop, ça. Voilà, donc là on va travailler, on la referme. Hop. Voilà, donc là on est dessus. Donc on va devoir dessouder ça. Donc les points de soudure, on peut les voir, ils sont ici. Vous voir. Voilà. Donc on va devoir dessouder toute cette rangée. Et sans rien arracher, on espère. Bon, normalement ça devrait bien se passer. La carte, en fait, que je vais vous montrer tout à l'heure, qu'on voit ici. Donc je vais l'ouvrir, donc tout à l'heure je vous montrerai mieux. Et là, tous les accessoires, en fait, le support pour pouvoir l'adapter. Parce qu'en fait, ça ne vient pas en lieu et place. En fait, on va mettre la carte avec le PPU par-dessus. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on est parti, on met un petit coup là-dessus. Voilà, c'est la station de dessoudage. Donc je suis pas sûr que je vais laisser le son pendant... Ça fait un bordel de l'enfer. Donc on va s'amuser, hein, entre guillemets, à enlever le PPU, donc qui est là. Tu mets une musique de Benny ou pas? Je sais pas si tu vois ou pas là. Du coup. Ouais. Donc le but c'est de poser dessus. Une fois qu'on est dessus, on aspire et ça donne ça. Je sais pas si tu vois. Je recule un peu. Voilà. En fait, on le voit là. Ah ouais, on le voit bien. Ça l'a bien dessoudé. Donc là, on va faire comme ça. Ça, fois 40, quoi. Ou à peu près, 50. Alors, je me pose. Je sais pas si vous y verrez, mais du coup, moi, faut que ce soit confortable pour moi, donc j'y vais. C'est parti. Normalement, ça le fait en une fois. T'as pas besoin de trop de là, on a de la chance. Ça a l'air de bien partir. Donc, ça va aller relativement vite. Alors le conseil que je peux donner si vous avez cette machine, c'est donc la poser bien droite et de manière à avoir un contact avec les teintes, vous tournez un peu et vous aspirez en même temps. Voilà, de manière à faire bouger la pine en même temps, c'est important. Comme ça tu dégages bien les teintes autour. Exactement. Alors souvent ce que j'ai remarqué, ce qui est le cas là, c'est qu'en fait les points aux extrémités sont plus difficiles à dessouder. Là le dernier j'ai pas réussi, donc je remettrai et je vous montrerai comment je ferai après pour les derniers points. Et surtout, soyez sûr de dessouder le PPU et pas le CPU. Ça sera embêtant d'avoir tout dessoudé, d'avoir dessoudé le mauvais chip, quoi. Donc surtout ce qui est important, c'est de ne jamais insister. Si vous insistez, vous allez forcément faire une connerie. C'est obligatoire et c'est là où les pistes dégagent. Donc là, on peut voir que il y en a 95% qui sont partis et il doit en rester 3-4 en fait où l'étain est encore un peu. Donc là, surtout, donc déjà on va pas s'amuser à l'enlever parce que c'est pas bon, c'est pas fait. On va remettre un peu d'étain et on va reprocéder à ça. Après. Exactement. Donc là, on va changer d'appareil. Hop. Vas-y. Hop. En plus, j'aurais pu mettre 2 prises, ça aurait été mieux, parce que là, j'en ai que pour les 2. Hop. Bah, il chauffe très vite ce fer, donc ça va. On va attendre longtemps. Un peu d'étain. Putain, carrément, il chauffe vite. C'est violent. Bah, ça, c'est pas chinois en fait. Ça, c'est chinois. Ça coûte du pognon, ça. Donc, vas-y, viens voir. Combien ça coûte une machine, celui qui le veut peut-être? Alors, ça là, ça coûte à peu près 100 €. Ça coûte 400. Ah ouais. PS4 quoi. Bon, tu peux pas te dessouder avec une PS4. Ouais, j'ai jamais essayé. Donc là, je remets donc de l'étain sur ce qui m'a cassé les bonbons tout à l'heure. Voilà, donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va encore, c'est une bonne moyenne. Hop. On va... Ça fait un peu roumain là. Ouais. Et il a gardé la chaleur normalement, donc ça devrait aller. On va attendre qu'il chauffe bien pour être sûr. Donc ouais, tout l'étain il va dans le petit compartiment là. Il va là-dedans, ouais, tout à fait. Et après, en fait, c'est une recharge que, enfin, on est censé enlever et le vider. Sinon, c'est parti, on va voir si ça a marché. Nickel.
Donc là, de l'autre côté, il est censé tomber, quoi. Peut-être presque pas. de lui-même, quoi. Donc là, on a fait un sans faute. Enfin, je pense. On va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un tournevis plat? Bien sûr, j'en ai pas. Donc on va essayer, on va voir. Alors surtout, on va pas forcer. Je sais pas si vous voyez à peu près. J'essaie de faire un point pas trop dégueu. Voilà. Et donc on va essayer de l'enlever avec un tournevis. Excusez-moi. S'il vous plaît. Donc faire levier. Alors j'avais pas plus gros, hein. J'ai essayé de chercher, mais j'avais pas plus gros sous moi. Eh bien, ça part bien. Hein. Oui, il est parti nickel. Il faut surtout pas forcer. Donc si ça vient pas, faut regarder pourquoi. Bah après, il se peut que ça tient légèrement. Voilà. Ouais, voilà, ça y est. Mais bon, il faut pas forcer. Ouais, tu as un poil de balancier. Et... Balancement, ouais, voilà, balancement. Gauche, Voilà, il reste juste là. Si on voit que ça force. Surtout pas niquer les autres trucs là. Voilà. Ben voilà, c'est parti, on voit tranquille. Voilà. Et on peut le voir. Pas une piste arrachée. C'est propre. Voilà. Là, vous avez en fait une vue éclatée de tout ce qu'on va devoir faire. Ce qu'il y a dans le kit en fait. Donc ça, on va pas s'en servir. Parce que nous, on va utiliser, ça c'est pour la sortie vidéo. Nous, on va utiliser, et audio, on va utiliser la sortie d'origine en fait de la Famicom AV. Ça évitera déjà de faire des trous. Parce que les trous, c'est le mal. Donc là, on se retrouve avec quoi? Donc il y a la carte de E-Team, on a 2 supports tulip, des barrettes sécables et le PPU donc d'origine. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il n'y a rien de compliqué, c'est surtout bien suivre le tuto, donc, que je vous mettrai le lien dans la description sur le site de Team ou quand vous l'achetez. Surtout, pas se tromper, surtout au niveau de cet endroit-là. En fait, il y a 2 types de barrettes sécables. Il y en a une ronde et une carrée. Donc square et circle en anglais. C'est écrit comme ça, c'est écrit en anglais, hein, vu que c'est un australien. Et donc les circles, il va falloir les garder pour rentrer donc dans le premier support tulip. Parce que si vous prenez les squares, les carrés, bah forcément ça va pas bien rentrer. Donc voilà. Donc en gros, ça va faire. Donc là pareil, il y a un sens là aussi, vous voyez. Hop. Voilà. Il y a un détrompeur toujours, hein, là sur le support tulip. Donc on le met en place. Là, j'ai procédé, donc au départ, on va souder donc cette carte. Là aussi, pareil, il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. On voit bien motherboard, donc carte mère, et là, PPU. Donc, on va mettre, là, on a besoin des squares, des circles, qu'on va placer dessus. Donc, on voit bien qu'il rentre bien. Voilà. Et du coup, on va mettre donc la motherboard, hop, dessus. Et avant de souder, là, ce que je peux voir, c'est que là, ça rentre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un condensateur à la con qui nous fait chier. Donc ce qu'on va devoir faire avant de faire ça, on va le dessouder et on va le mettre sur le côté. Donc après, il y a assez de jeux pour le faire. Alors je sais pas, et ben c'est la surprise, on va voir. Je l'ai déjà fait, généralement non. Généralement je suis obligé d'allonger, ça dépend comment ça a été coupé en usine. Donc on va, à mon avis, ça a l'air d'être un peu court. Donc on va voir ça. Sinon je pense qu'on doit pouvoir le mettre en dessous, faut voir sur la coque. Si c'est possible. Moi, je l'ai rallongé à chaque fois. Je préfère allonger. Fais voir. Ça doit être possible de le mettre en dessous. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Là, on va le dessouder. Ça sera bien. Hop, là, on met. Donc là, on est passé sur le fer à souder. Donc du coup, on va juste l'enlever. On va fermer la fenêtre surtout. Ça sera mieux. Ah, je pense que c'est mieux pour vous. Ça devait faire du bruit. Hop. J'aurais pu garder la station à dessouder, mais j'ai la flemme de le remettre en fait. Donc ouais, là, c'est que 2 points, ça va. Quoi. Là, il est mis enlevé. Donc tu peux le tordre. Je peux le tordre un peu. Après, il faut voir si ça va suffire ou pas. Il y a de fortes chances que ça suffise pas. Ah, tu l'as bien tordu quand même. Ouais, mais tu vois, ça touche. J'aime pas quand c'est mal fait.
T'arrives pas à le coucher complet? Et après, c'est trop court, à mon avis, si j'enlève encore. Déjà, là, je suis à la limite. À la limite de la limite. Non. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer. J'ai pas de pince là. Hop, on va essayer avec une pince à épiler de redresser déjà pour gagner un peu en centimètres. Et de le coucher au maximum. Pour le remettre au même endroit. Ouais. Ce qui est important, c'est de gagner le moindre centimètre, parce que là, il est tordu inutilement. Donc en le remettant droit, on peut gagner les précieux centimètres qui manquent. Enfin, centimètres. Millimètres. Donc surtout là, on pas est à peu casser près la bon. pâte, quoi. Bah, après, c'est un condensateur, bah, c'est sûr, c'est toujours mieux de pas casser, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver. Alors que le PPU, pour le retrouver, bah, c'est une autre famille quand même. C'est déjà plus embêtant. Voilà, on est dedans là. Dans le bon sens du terme. Voilà, donc là il est couché, il est complètement à plat, et de l'autre côté en plus on sort impeccable. À la limite à la frame. Donc ça c'est bon. Donc on va se remettre comme on était tout à l'heure. Hop, et là, comme par magie, et ça c'est beau. Voilà, donc ça passe impeccable. On va procéder au point de soudure. Donc là, on va souder assez rapidement. Bah normalement, on est censé souder, là je vais avoir tout dans la tête, on est censé souder avec les fenêtres ouvertes. Hein. Donc faites pas comme moi, là je suis obligé, mais il faut pas faire ça tout le temps. Fenêtre ouverte, respirez pas, évitez les yeux. Le mieux c'est d'avoir un extracteur d'air aussi. J'en ai un au boulot, mais là, en plus ça fait trop de bruit, donc c'est juste pas possible. Donc vous voyez, j'ai relativement le coup de main, je vais assez vite. Tu vois bien là? Ouais. Ah, ouais. On voit quoi. On verra les soudures après de toute manière. Voilà. Hop. Je vais vous montrer donc, le travail. Voilà, donc c'est c'est bien soudé en tout cas. J'allais dire très bien. Après c'est présomptueux. Au moins c'est du travail bien fait. Donc là on peut l'enlever. Il faut d'abord souder sur ce support là en fait. Celles qui sont derrière. Sinon après forcément on peut plus quoi. C'est logique. Donc je vais faire juste les points. Voilà. Et là ça devrait bien se passer. Ouais, sinon on met un peu la fumée. Voilà. Donc là maintenant que j'ai soudé ça, je peux souder le support dessus. Sinon ça aurait été embêtant, après j'aurais pas pu. Donc là, bah pareil que tout à l'heure. Point de fixation. Voilà. Et on est parti pour la ligne. Hop. Donc là on est bon, on a soudé le support tulipe à l'endroit, c'est toujours mieux. Donc il reste ça qu'on va rentrer là. Donc on pourra souder normalement, vu que je ne me suis pas planté là. Voilà.
Voilà. Voilà, il y aura un de chaque côté à souder. On va commencer à souder là, de ce côté. Bon, pour ces soudures, il n'y a bien entendu pas besoin de flux à soudure. Parce que c'est des soudures assez grossières quand même si... Mais en fait, seule difficulté, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est juste ça. Et les faire quand même relativement propres. Le flux, c'est quoi? Le flux, en fait, ça facilite, ou la graisse à souder, ça facilite... Ça fait des points plus petits, tu peux faire des points plus petits. Ça fait tu peux faire des points plus petits parce qu'en fait, ça facilite l'accroche de l'étain sur l'acier. Voilà, donc là, on a fini. Alors, on va pouvoir mettre le PP donc, dessus. Hop, ça va parfaitement. Parfaitement. Dans le bon sens, toujours. Tu le soudes pas, non, il se clipse. Et non, il se clipse parce qu'en fait, le but, c'est que si demain, tu veux revenir... Ah ouais. Eh ben, tu enlèves, tac, tu le poses dessus, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc là... Voilà. Hop, on revient. Et là, comme par magie, papa dans maman. Je me trompe pas. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, on a fait 80% du boulot. C'était le plus embêtant, on va dire. La soudure, surtout le dessoudage, en fait. Et voilà. Ça donne ça. Donc là, on va devoir, en fait, ponter les points. Donc là, il va y avoir le rouge, bleu et vert. Sûrement la masse. Il faut que je regarde après. Et... peut-être le son, je sais plus. Donc sur les sorties derrière, non pas le son. On va faire par couleur. Donc déjà, ce qu'on va faire, avant tout, on va pré-étamer le PCB. Donc rouge, green, blue et synchro. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, recule, s'il te plaît. Hop. Voilà. Premier fil. Toujours étamer son fil avant. Voilà. Hop. Donc la masse. La synchro, pardon. Mais qui dit de la merde. Alors on va passer comme ça. Comme ça. Faut que tu ailles où, du coup? À la derrière? Ouais, faut que j'aille là. Ici. On va tout couper à ras, un par un. Donc le rouge. Il y a une piste à couper, je vais vous montrer après de toute façon ici. Donc le rouge en premier.
Hop, donc là on est pas mal. Là il va falloir couper la piste, la fameuse, pour être sûr qu'on coupe bien le point. Parce que là en fait, donc, la piste, pardon, on va faire au multimètre pour être sûr que le point est coupé. La piste est coupée, pardon. Donc là ça sonne. Donc on est censé couper la piste de synchro. Donc je touche là, là il y a contact. Donc on va couper cette piste là, ici. Testons. Bah apparemment c'est bon. Ouais. Ça fait plus contact, donc c'est à dire que la piste est coupée. Zeng. Donc maintenant on va pouvoir remonter ça pour tester déjà. Un point que j'ai pas abordé parce que je vais pas le faire de suite. En fait là, donc j'ai câblé la vidéo, c'est nickel. Là c'est censé fonctionner, sauf que il y a la possibilité en fait de choisir sa palette de couleurs d'affichage. Quoi, ton chaud, ton froid? Alors là c'est des tons. En fait alors t'as l'original. Recule un peu. T'as l'original, t'as corrigé par un émulateur, par une palette que c'est un émulateur, et t'as celle du Play Choice d'arcade. Voilà. Donc tu peux choisir parmi ces trois palettes grâce à ça, en fait. Voilà, ici. Donc si vous savez en dur ce que vous voulez comme palette, ben là... C'est irréversible? Si, c'est réversible, mais disons que tu vas pas ouvrir et dessouder à chaque fois. Ouais, donc là, si la personne sait ce qu'elle veut, bah, je vais faire un pont directement. C'est-à-dire que s'il veut l'original, par exemple, je mets 1 et ground. Je sais pas si c'est 1, mais il faudrait que je regarde. Et donc là, ça bouge plus. Tant qu'à faire, les gens ils choisissent pas toujours l'original. C'est pas le mieux. Ça dépend. Parce que là, c'est quoi? Non, moi, j'aime bien. C'est un émulateur. C'est pas comme si c'était un émulateur, mais c'est une palette recorrigée pour le RGB en fait. D'accord. Et sinon, on peut mettre ça. C'est quoi, c'est un peu plus vif comme. Ouais, c'est plus vif. Sinon, on peut mettre ça. Donc ça, c'est un switch en fait. Qu'on peut mettre. Bah alors, j'évite de le faire maintenant. Qu'on peut le mettre à l'arrière. Donc, je peux le faire. Voilà. Et on peut changer de palette comme ça. C'est ça? Ouais. Autre chose que je vais préciser. C'est important. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Pour que ça marche, parce que là, ça va pas marcher. Il faut souder, en fait, il y a des jumpers à souder directement sur le PCB des teams. Donc, qu'est-ce que des jumpers? Alors en fait, c'est tout simplement... Il faut que je le trouve. Donc il y a le J3. Ah, les jumpers, c'est quoi? Ça fait passer d'un pont à un... Ça fait un pont, en fait? Voilà, en fait, là, si tu veux, il y a une piste qui est coupée. Et en fait, le fait de faire une soudure là-dessus, bah, ça va faire la piste qui fonctionnait. Donc là, on va faire J3. Alors, ça, J3 et J5, c'est pour les modèles NTSC. Donc c'est mon cas. Voilà. Hop, et J5, il faut juste le trouver. J5 user. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est censé fonctionner. De toute façon, je vais l'essayer de toute manière. Là, je vais faire un pont. Je vais juste vérifier. Donc sur le ground. Donc là, je vais mettre en naturel, ouais. Parce que pour essayer, de toute façon, ça suffira. Hop. Avant de refermer, ça serait bête, ça marche pas, mais on est, ça marche. Voilà. Donc là, je fous les deux et je fais un pont entre les deux. Je fais un strap si j'y arrive. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a fini. Je vais nettoyer un peu. Mais normalement, il y a tout qui est bon. On va faire le remontage. Et ça, c'est bon. Voilà. Hop. Vérifier que tout ferme, c'est bon. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard pour finir l'installation donc, de la Famicom RGB. Donc, je l'ai pas essayé depuis. Donc, on va mettre une cartouche, allumer la télé, le test. Donc, ça, c'est la manette que je vous parlais la dernière fois. Donc, c'est la fameuse Bowl. Je sais pas si on voit bien.
Voilà, donc ça c'est la manette de la Famicom AV en fait, qui a un petit air de la Super NES du coup. Et donc vous voyez, c'est les connecteurs hop, de la NES US européenne, occidentale quoi. Et par contre, les longueurs manette, c'est pas ça. C'est pas ça, ça fait. Ouais, ça va faire 1 mètre plus. Alors, déjà, on va voir si c'est bon. Voilà, ça prend aussi la cartouche. Voilà, là c'est parfait. Ça marche impeccable. La qualité est vraiment très bonne. Bon, la télé, elle switch auto en 16. Donc, j'ai pas la télé grande. Peut-être on va faire comme ça. Non, ça fait pareil. Alors maintenant, ce qu'on va faire, que j'ai eu entre temps, on va l'éteindre un peu. J'ai eu mon pote entre temps, donc on va mettre, il veut un switch palette, donc on va lui mettre le petit switch palette avec l'interrupteur au dos. Hop. Donc l'interrupteur, on va utiliser donc celui-là. C'est un switch 3 positions. On va percer à l'arrière de la coque proprement entre l'alimentation et la sortie audio-vidéo. On va faire un petit trou et comme ça il pourra switcher derrière discrètement. Et là on y a accès parfaitement. Donc on va prendre une mèche petite au début, juste pour faire un trou. Un petit trou propre où on veut. Voilà, alors surtout pas aller trop loin parce que là, faut pas aller derrière. Ça sera embêtant. Donc là, à mon avis, hop, de mémoire c'est à 5 qu'il faut percer. Alors, vous ne laissez pas emporter avec la perceuse, parce que sinon vous allez aller trop loin. Alors, nickel. Donc vous voyez, est-ce que vous voyez bien, voilà, le switch est là, et après c'est discret, c'est comme ça. Ok. Alors du coup, il va falloir tirer 3 câbles pour le switch. Alors de là à là, bon, ça n'a pas besoin de tirer loin, donc du coup on part de là et on va là, tout simplement. Donc on va câbler avant de le fixer, ce qui est logique, sinon on va avoir du mal. Alors, hop, on va laisser de la distance, parce que sinon on ne pourra pas faire bien. Donc 3 fois ça, ça ira. Voilà. Donc je mettrai le schéma de câblage de toute manière pour ça. Donc là, on peut voir. Donc en fait, la position milieu neutre, donc sur le grand avec le 3 à coller. La position du bas sur le 2 et la position du haut sur le 1. Voilà. On va tester vite fait, donc sans. Avec le minimum, on va pas tout remonter. Il faut être sûr que ça fonctionne avant. Donc on va pas laisser longtemps vu qu'il y a plus le radiateur en aluminium. Pour éviter que ça chauffe. Voilà, ça marche. Là ça change. Et là ça change. Nickel. Hop. On démonte tout. Voilà, on enlève tout, on remonte. Et puis ça sera terminé quoi. Voilà. On va toujours retester une fois que c'est terminé. Toujours. Voilà. On est plutôt bien. Donc voilà, là c'est terminé. C'est bien fixé, ça ne bougera pas. Bien vérifier que l'interrupteur est en bas. On met ça. Voilà, on peut considérer qu'on peut le tester
avant de tout remettre. Les dernières vis, mais bon, c'est fini. Hein. C'est fini. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous hésitez en tout cas à passer à faire ce mode RGB, j'espère que vous ne sauterez pas si vous en sentez capable. Encore une fois, c'est juste une question de patience et d'avoir un minimum du matériel quand même pour pouvoir le faire. Après, c'est pas extrêmement compliqué, il faut prendre son temps et faire les choses tranquillement. En tous les cas, si vous aimez la NES, il faut le faire parce que le changement entre l'origine et ça, c'est vraiment comme si vous passiez à la HD en fait. C'est vraiment quelque chose de magnifique sur un cathodique ou sur un LCD avec un upscaler, c'est sûr. Ça peut vraiment faire un très bon résultat. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis on se voit pour d'autres vidéos. À la prochaine sur la chaîne. Salut!